Pour l'heure, on n'a jamais été aussi proche d'un accord selon les États-Unis, un accord pour libérer plusieurs dizaines d'otages israéliens, toujours aux mains du Hamas, accord sous l'égide des États-Unis et du Qatar et qui pourrait inclure la remise en liberté donc d'une cinquantaine d'otages sur les quelques 240 contre une cinquantaine de femmes et d'enfants palestiniens détenus en Israël et d'une pause aussi de l'opération militaire israélienne de 4-5 jours. On en parle dans un instant avec nos invités. Bonjour à vous deux. Olivier, vous êtes famille de victimes et d'otages justement du Hamas. Et puis Younes Belfalla, bonjour à vous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et spécialiste du Moyen-Orient. D'abord, avant d'en parler, on va faire un point sur la situation. Justement, une frappe israélienne s'est abattue sur un hôpital de Gaza Nord. Elle a fait 12 morts et des dizaines de blessés. Je vous rappelle que Tsahal continue d'accuser le Hamas d'utiliser les hôpitaux comme base arrière. Agnès Varamian. Fournie par l'armée israélienne cette photo de l'entrée de l'hôpital. Un pick-up blanc et des hommes armés. Puis à l'intérieur, la caméra voit passer un groupe qui pousse un homme en habit bleu. Au ralenti, on voit autour de lui un individu avec un couteau de boucher et un autre qui filme avec son téléphone portable. L'armée israélienne a fourni plusieurs clichés de cet homme en bleu, malmené dans les couloirs de l'hôpital. Elle le désigne comme un otage, soit népalais, soit thaïlandais. Maintenant, la vérité éclate. Le Hamas mène sa guerre depuis les hôpitaux. Il sème la terreur depuis les hôpitaux. L'armée israélienne affirme qu'un autre otage a été amené à l'hôpital sur ce brancard. Il semble blessé à la main. L'image fournie montre bien le groupe de ravisseurs, agité au téléphone, autour du premier otage caché toujours sous son vêtement bleu. Du personnel hospitalier assiste à la scène. Aucune source indépendante n'a pu confirmer ces images fournies par l'armée. Tsahal, qui dès hier expliquait à l'aide de cette vidéo de drone qu'elle a découvert l'entrée d'un tunnel dans l'enceinte de l'hôpital. Un escalier en colimaçon, profond de 10 mètres, puis un couloir de 55 mètres qui débouche sur cette porte à œilleton que l'armée affirme ne pas avoir encore ouverte. L'armée israélienne qui continue ses opérations alors qu'un accord pour la libération de plus de 80 otages serait proche, en échange d'un cessez-le-feu et de la libération de prisonniers palestiniens. Olivier, justement, vous êtes cousin de victimes et d'otages. Vous êtes rentré hier soir de Tel Aviv. Quand vous entendez qu'un éventuel accord serait possible pour la libération d'une cinquantaine d'otages, est-ce que vous y croyez ? Alors, il y a eu du chaud, du froid, du chaud. J'ai eu l'occasion, effectivement, de me rendre en Israël pour rencontrer mes cousines, parce que, comme vous l'avez rappelé, ma cousine, 80 ans, a été assassinée. Elle a été brûlée et égorgée. Sa petite fille, 12 ans également. Ce qui est toujours difficile à dire, et 3 personnes de ma famille, dont 2 jeunes de 12 et 16 ans, et 16 ans sont otages. Donc, évidemment, toutes les motifs d'espoir nous amènent à y croire. Mais dans ce cas, dans ce domaine, et j'en ai discuté bien entendu avec ma cousine Adas, donc, qui a perdu sa mère et dont les 2 enfants sont otages, elle attend le concret, elle y croira que quand elle le verra, mais... elle était plutôt réjouie, c'est pas le mot, mais en tout cas, un ministre du Qatar hier a dit on n'a jamais été aussi proche d'un accord, des soucis, je crois, logistiques, des rumeurs. En Israël, comme partout, il y a beaucoup de rumeurs. Alors, comme c'est un petit pays, il y a toujours des gens dont on a l'impression qu'ils connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui sait de quoi il parle. Elles ont peut-être des infos plus directes de la part du gouvernement israélien, mais qu'en ce cas-là, elles gardent pour elles. Mais évidemment, c'est une mère, ses enfants sont partis, elle n'a aucune nouvelle d'eux, ils ont été arrachés comme ça de leur foyer un samedi matin. Oui, on ne peut qu'espérer. Ça a l'air de bien avancer quand même. Par rapport à la semaine dernière, on n'était pas si proche. Donc oui, on y croit déjà pour une partie des otages. Alors, vous l'avez dit, le Qatar s'est exprimé sur la situation. Younes Belfella, il ne reste que des obstacles très mineurs, c'est ce qu'a dit le Qatar. Un tel accord, ce serait évidemment complexe par plusieurs choses, par le nombre d'acteurs impliqués déjà, par les concessions aussi qu'il va falloir faire. Je crois que d'abord, je confirme le fait qu'il y a un manque d'informations, peu d'informations concernant cet accord. Sur la base de ce qui a été divulgué par le Washington Post et quelques informations qui viennent principalement d'ailleurs du Qatar et de l'Égypte plutôt que d'Israël. C'est des informations qui disent qu'il y aura un accord normalement sur 100 otages au départ.
Jusqu'aujourd'hui, le Hamas confirme qu'elle a 50 et qu'il y en a une cinquantaine qui est sous la main de certains partenaires de Hamas. Principalement, ça peut être le djihad islamique ou bien les milices de Azz al-Din al-Qassam dans la bande du Gaza. Et cet otage, ça sera en contrepartie, ça c'est la question la plus importante, d'une trêve humanitaire. Et bien évidemment, ça sera aussi la libération de certains prisonniers palestiniens dans les prisons israéliens qui sont à peu près de 7000 personnes, dont il y a notamment aussi 200 enfants. Donc c'est une partie qui est très importante dans la question des négociations. Maintenant, pour la façon de gérer cette négociation, et ça c'est très important parce qu'on a vu des déclarations très encourageantes de la part du Qatar, de certains même d'autres parties comme les États-Unis ou comme la France. Je rappelle quand même qu'il y avait un déplacement de ministre des Armées la semaine dernière et il s'est retourné 2 fois au Qatar pour la principale raison qui est la question des otages. Ce qui est remarquable, c'était la position israélienne par rapport à cette question. C'est-à-dire que d'après ce qui était divulgué des Qataris, c'est qu'il y avait un retard de la part des Israéliens. En même temps, au niveau des négociations, c'était la priorité en fin de compte pour Israël, c'était pour les Israéliens, alors qu'on voit qu'il y a une mobilisation de la part des États-Unis et même des pays de l'Occident pour les binationaux qui sont aussi otages. Et donc, il y avait des différends vis-à-vis d'Israël par rapport à la question de est-ce que cette opération de libération des otages peut avoir un effet sur ce qu'on peut dire un momentum de la guerre, l'impulsion ou principalement l'opération militaire israélienne dans la bande du Gaza. Donc il y a beaucoup de questions sur la contrepartie qui va être donnée normalement sur cet élément. En même temps, il y a le Qatar qui a vraiment fait un effort très très actif au niveau de cette question. Il y a une cellule qui est vraiment gérée par 3-4 personnes maximum, dont il y a 2 personnes qui sont très influents. Il y a le Mohamed Al-Hamadi qui est l'ambassadeur du Qatar à la bande du Gaza, et c'était celui qui gère le comité du Qatar pour la construction du Gaza. C'est le monsieur qui, en fin de compte, c'était le monsieur qui prend des valises de 30 millions de dollars chaque mois en passant par Israël pour aller à la bande du Gaza. Et l'intérêt du Qatar, il est financier ? Pas seulement, parce qu'effectivement, sur le plan économique, l'économie de la bande de Gaza, elle était principalement gérée par des intérêts du Qatar. L'entreprise ou la compagnie qui fait les transferts aériens, la compagnie qui fait les télécommunications, tout ça, c'était des compagnies aériennes. Et en même temps, il y a un autre monsieur qui était plutôt diplomate, qui est Mohamed Al-Khalifi, qui est un expert de gestion des conflits, qui était l'envoyé du Qatar vers la Cour internationale de la Haye. Ce sont les 2 personnes qui ont géré un petit peu les négociations entre le Hamas et entre Israël. Maintenant, je crois qu'effectivement, d'un point de vue très très positif, une libération des otages, ça va aider clairement à aller de l'avant dans la résolution de ce conflit, au moins pour avancer vers un cessez-le-feu. Et ça, c'est un élément qui est très important. Après, je m'interroge aussi sur la contrepartie qui était donnée au Qatar sur cet élément. Olivier ? Oui, vous évoquiez plusieurs choses. Effectivement, les Israéliens s'inquiètent. J'ai eu l'occasion de rencontrer que tous les otages ne soient pas traités, ou en tout cas, entre guillemets, n'aient pas la même valeur. C'est-à-dire les soldats, premièrement, les Israéliens, les binationaux, les enfants, les femmes. Et la crainte, et y compris mes cousines d'ailleurs, enfin ma cousine Adas et Galit, même si Galit, sa fille, a été assassinée, elles ne souhaitent pas qu'il y ait cette discrimination. Elles disent vraiment, on veut libérer tous les otages. Alors, peut-être qu'au fond de leur cœur, évidemment, elles espèrent que leurs enfants soient libérés, mais elles font très attention à ça, et tous les Israéliens le font en disant tous les otages. Et c'est vrai que d'après ce que vous dites et ce que j'ai entendu, dans certains cas, certains disent qu'il faudrait d'abord libérer des mains du Hamas ou de ce qu'on appelle les partenaires, c'est-à-dire d'autres groupes d'assassins. Moi, je les appelle comme ça, le djihad islamique et autres. Les libérer d'abord, parce que si, entre guillemets, on ne libérait que les binationaux d'abord, puis éventuellement les femmes et les enfants, le sort des otages restants, là, serait extrêmement plus compliqué à résoudre. Donc, c'est une équation très, très complexe pour tout le monde. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'intervenants. Et le Qatar, en même temps, permettez-moi, le Qatar, effectivement, joue un rôle à la fois il faut des gens pour discuter. Le Qatar a ce rôle-là. Et puis, un rôle très ambigu, parce que je rappelle quand même qu'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, vit tranquillement au Qatar. C'est assez choquant quand même. S'il n'y avait pas les otages, on pourrait se demander si...
Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on peut comparer, moi je compare l'attitude du Hamas à Daesh, si le chef de Daesh, après les attentats en Europe, s'était retrouvé dans un pays libre, est-ce qu'on aurait pu dire, on ne fait rien contre lui, on n'essaye pas de l'arrêter, on n'essaye pas de l'enfermer, on discute. C'est assez choquant. Je trouve personnellement que c'est assez choquant. D'abord, j'ajoutais, c'est effectivement parce que d'après les informations publiées, la priorité, ça va être donnée pour les civils, effectivement, dans cette question de négociation. Donc, principalement, et je l'espère aussi pour les enfants, pour les femmes. C'est la priorité qui doit être normalement... Les civils sont l'immense majorité des otages. Qui sont l'immense majorité, bien évidemment, des otages. Deuxièmement, sur le rôle du Qatar, oui, je suis d'accord avec vous, on s'interroge tous, mais effectivement, là où il faut vraiment qu'on débatte, c'est ce laxisme de l'Occident vis-à-vis du Qatar. C'est pas la question, on sait parfaitement qu'il n'y a pas que le Hamas qui est hébergé au Qatar, il y a beaucoup de mouvements islamistes djihadistes, notamment le Taliban, on se rappelle bien évidemment, mais le Qatar, en fin de compte, représente une plaque tournante pour les Américains. Il y a 2 bases militaires américaines, il y a beaucoup d'argent, d'accord ? C'est un pays qui n'a pas de problème en termes, je dirais, économiques, socio-économiques, comme les autres pays du monde arabe, mais en même temps, il y a des liens qui étaient joués. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le citoyen israélien, il a le droit de s'interroger sur ce rôle du Qatar, mais en même temps, il a le droit aussi de s'interroger sur les liaisons du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou avec le Qatar. C'était le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui est en concertation avec le Qatar, qui accepte qu'il y ait de l'argent qui passe vers la bande du Gaza, qui accepte que le Qatar joue un rôle dans certaines opérations de négociation, voire même parfois l'ingérence au niveau politique. Et donc là, c'est un élément qui est très important et je crois qu'il y aura bien évidemment une reddition des comptes politiques par la suite après cette crise. Alors pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de calendrier pour la libération éventuelle de ces otages. L'autre priorité, vous l'avez dit, c'est faire cesser les hostilités à Gaza où la population civile, les femmes, les enfants paient le prix fort de ce conflit. Emmanuel Macron s'est entretenu d'ailleurs hier et avec Benyamin Netanyahou et avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il a interpellé le Premier ministre israélien sur les trop nombreuses pertes civiles à Gaza. Il y a nécessité, a-t-il dit, absolue de distinguer les terroristes de la population. Bonjour à vous, Jean-François Corti, vous êtes notre invité à distance, vice-président de Médecins du Monde. La France s'est proposée hier de soigner une 50aine d'enfants blessés ou malades de la bande de Gaza. D'abord, est-ce que vous en savez plus ? Est-ce que ça vous semble envisageable en France d'accueillir une 50aine d'enfants de Gaza et comment les évacuer ? Écoutez, le président Macron envoie certains signes de solidarité auprès des civils gazaouis. La réalité, c'est que ça renvoie à une immensité des besoins et le fait que nous soyons horrifiés par le sort qui est réservé aujourd'hui à 2,5 millions de personnes, des civils, des aidants, des soignants et potentiellement aussi des otages qui sont soumis à un blocus total qui limite l'accès aux soins, à la nourriture, à l'eau et qui fait aussi beaucoup de morts du fait des bombardements. Donc on a des chiffres qui sont quand même assez parlants. On a 2 tiers des personnes à Gaza qui sont déplacés dans des conditions où l'aide ne rentre pas de manière proportionnée, où il n'est pas prévu de pouvoir accueillir ces personnes dans de bonnes conditions qui aujourd'hui dorment dans des écoles soutenues par les Nations Unies, parfois dorment dans la rue, cherchent à manger et à boire. Donc l'annonce du président, de mon point de vue, elle est ambiguë. Pourquoi ? Parce que s'il met en avant la possibilité pour la France, dans le cadre d'une aide interétatique, de jouer un rôle dans l'action humanitaire. Il faut savoir que l'enjeu aujourd'hui, c'est surtout de faire entrer de l'aide qui est prépositionnée côté égyptien massivement et qui ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas les conditions de sécurité, il y a des bombardements, il n'y a pas assez d'essence pour pouvoir faire tourner les camions et la distribution, il n'y a pas de lieu où les aidants ne mourraient pas sous les bombes. Et pour rappel, c'est plus d'une centaine de personnes qui sont mortes des Nations Unies. Médecins du Monde, on a perdu un médecin la semaine dernière, Médecins sans frontières aussi. Donc voilà, le président Macron, on attend peut-être autre chose de lui. On attend surtout qu'il définisse une ligne de cessez-le-feu très claire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi pointer du doigt pourquoi l'aide humanitaire est si nécessaire, pourquoi il propose de recevoir ses enfants et pourquoi il propose cela. C'est parce qu'il y a des bombardements massifs qui tuent de manière indiscriminée. Il n'y a aucun endroit safe aujourd'hui à Gaza, dans 30% de mortalité dans le sud de Gaza aussi, qui est censé être plus safe. On meurt du fait d'un défaut de soins pour toutes les pathologies basiques. Et aujourd'hui, avec la pluie qui arrive, nos équipes nous disent qu'ils ont du mal à pouvoir se protéger de ces conditions climatiques difficiles, que l'eau va être encore plus difficile d'accès. Donc on attend de M. Macron, de la communauté internationale, des États-Unis notamment et de l'Europe,
qui pointe du doigt aussi les responsabilités de ce drame. Et ce drame, il est lié à des bombardements massifs Vous et parlez à de la un blocus qui difficulté, qui affame 2 millions de personnes. Jean-François Corti, vous parlez de la difficulté à acheminer l'aide. Le premier hôpital de campagne est arrivé aujourd'hui à Gaza depuis la Jordanie. Pour le coup, est-ce que ça va permettre de soigner davantage sur place? Est-ce que ça va être suffisant? On imagine que non, vu les besoins. Il y a 35 hôpitaux, dont la plupart sont plus opérationnels à Gaza, où il n'y a plus de fioul pour faire tourner les groupes électrogènes. Et quand on parle de groupes électrogènes qui ne fonctionnent plus et plus d'électricité, ça veut dire plus de réanimation, plus de dialyse, plus de néonatologie et de couveuse, voilà, plus de capacité de faire de la médecine classique. Et donc, la plupart des hôpitaux sont des mouroirs. On y fait de la médecine de guerre de bas étage. Et donc, évidemment, on peut se satisfaire que la Jordanie arrive à faire entrer un hôpital dans le sud, un hôpital de campagne dans le sud, qui ne va pas compenser les 35 hôpitaux qui sont plus fonctionnels. Il y a quelques ONG qui ont réussi à faire entrer un peu de matériel. Médecins du Monde, on a envoyé 6 tonnes de fret et aujourd'hui vont être distribuées par, on espère, le Croissant Rouge égyptien pour pouvoir soigner sur 3 mois près de 20 000 blessés. Mais le fret n'est pas encore rentré dans la bande de Gaza. La difficulté, c'est que cette aide, elle rentre au compte-gouttes, qu'on voit qu'elle est un levier de négociation dans des enjeux que vous avez évoqués avant qui sont plus larges que simplement la question humanitaire. Et ça, c'est inacceptable parce que l'aide humanitaire ne peut pas être une variable d'ajustement dans un contexte où c'est des millions de personnes, des civils, des aidants, potentiellement des otages, qui aujourd'hui cherchent de l'eau potable, ne font même pas un repas par jour, et où, je termine par là, comme le dit les Nations Unies, la famine est l'un des rares horizons possibles pour demain. Donc la situation, elle est catastrophique. Et il faut vraiment dénoncer les déterminants qui amènent à ce constat. Et c'est surtout le blocus et les bombardements indiscriminés, le non-respect du droit humanitaire international. Et ça, on n'entend pas assez dans les discours des Occidentaux et de la France. Il y a 29 bébés prématurés qui ont été évacués hier de l'hôpital Al-Shifa et qui sont arrivés aujourd'hui en Égypte. La solution pour l'instant, en tout cas sur du très court terme, sur place, sans aide extérieure, c'est cette fuite vers le sud, se rapprocher de ce poste frontière de Rafah pour espérer être évacué vers l'Égypte. Écoutez, la solution, c'est un cessez-le-feu qu'on demande, que les Nations Unies demandent, que beaucoup de pays dans le monde demandent. Et cette notion de cessez-le-feu, elle est différente de la notion de pause humanitaire. Et ce n'est pas un point de vue idéologique que de défendre ça, c'est un point de vue opérationnel. Parce que pour pouvoir faire déplacer des malades, notamment du nord vers le sud, il faut de la logistique, il faut des moyens de l'essence, il faut des ambulances. Aujourd'hui, toute cette ingénierie, elle n'est pas fonctionnelle. Donc il y a beaucoup de malades dans les statuts cliniques instables qui vont mourir, blessés ou pas, dans les hôpitaux du Nord. Donc le cessez-le-feu, c'est un prérequis nécessaire pour que l'opérationnalité puisse se faire. Et encore une fois, il faut que l'aide rentre massivement. On a quelques dizaines de camions qui rentrent de manière éparse, parce que les bombardements continuent, parce qu'il n'y a pas forcément la communication tous les jours, parce qu'il n'y a pas assez d'essence pour qu'ensuite cette aide soit dispatchée à l'échelle de la bande de Gaza, et parce qu'il y a un siège dans le siège au nord de la bande de Gaza qui fait qu'on ne peut pas évacuer dans des conditions sécurisées. Certaines ONG ont essayé d'évacuer encore hier leur personnel et ont dû faire marche arrière. Donc voilà, un cessez-le-feu, c'est une urgence aujourd'hui pour sauver la vie de 2 millions de personnes, pour sauver la vie des aidants, où la plupart des humanitaires sont plus opérationnels, et pour, je l'espère, sauver la vie aussi des otages qui sont, au même titre que les Gazaouis, en manque de tout. Merci beaucoup Jean-François Corti. Le message est passé. En tout cas, merci à nos invités aussi, Olivier et Younes Belfala, d'avoir été avec nous pour parler de cette situation donc entre Israël et le Hamas qu'on continue de suivre évidemment sur France Info.